Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Un renard dans la penderie. Alors je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier pour le super accueil que vous avez fait au premier épisode que j'ai tourné. Je vous remercie pour vos très gentils commentaires, pour votre bienveillance. Je suis contente que ça vous ait plu et puis j'espère que vous continuerez à me faire des retours. Je vais continuer sur la même lancée. Donc aujourd'hui je porte le top sorbet de Loli la Fée. Donc c'est un petit top dont tout l'intérêt se trouve dans le dos, donc un joli décolleté en V. Et sinon je porte un jean du commerce parce que pour l'instant j'ai pas encore trouvé la pièce que je souhaitais associer à ce pull. Donc ça viendra, mais il faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. Alors, au programme des réjouissances d'aujourd'hui, donc il y aura de la couture, forcément, Georgie est déjà prête, et puis un petit peu de tricot, un tout petit peu de broderie, et puis si je vois qu'il y a suffisamment de temps, peut-être vous partager un petit peu de lecture. Alors, sans attendre plus longtemps, je vous présente la tenue de Georgie, donc je vais tourner un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Pardon. Alors, c'est la fameuse robe Alésia dont je vous avais parlé la dernière fois. J'étais en train de commencer à l'assembler et cette Alésia est terminée. Pour revenir sur les détails, donc c'est un patron de la marque Cozy Little World. Donc, hop là, voilà. Donc c'est une robe avec deux versions possibles, une avec un dos croisé et une autre avec un dos qu'on voit peut-être mieux en dessous ici, un dos droit un peu plus sage. Il y a aussi la possibilité sur la version courte d'avoir une patte de boutonnage sur le côté et évidemment vous pouvez croiser les deux versions, c'est-à-dire faire une version longue boutonnée avec la patte de boutonnage sur les côtés, une version plus courte avec le décolleté croisé dans le dos. Alors pour ma version, donc, il s'agit de la version avec le dos croisé que je trouve vraiment ravissante parce que ça arrive au niveau de la jupe vraiment juste où il faut, dans le creux des reins. Et pour l'été, je trouve ça parfait parce que c'est très respirant. Donc je suis partie sur cette version. Alors, au niveau du patron, donc là j'ai utilisé pour cette version un coton brodé rose de la marque, que j'ai commandé chez Un Chat sur un fil. Donc je ne sais pas si c'est un tissu du Chat sur un fil, mais je ne suis pas sûre. Lorsque j'ai voulu faire cette robe, je la voyais vraiment dans un coton brodé et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tissu-là. Et je vais vous le montrer de près parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc il y a vraiment des très très jolis motifs de dentelle. Et comme vous pouvez voir, donc c'est pas ajouré du tout, hein, c'est juste rebrodé. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est aussi joli à l'endroit qu'à l'envers. Donc voilà, ça vous permet de vous faire une petite idée du motif. Donc ce sont des petites fleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un coton, tout ce qu'il y a de plus simple. Il est assez léger. Presque un peu transparent, donc je m'en suis rendu compte en portant une culotte sur laquelle il y avait un liseré noir. Donc on ne voyait pas ma culotte, mais on voyait le liseré noir à travers le tissu. Donc si vous prenez un tissu fin, peut-être que ça vaut la peine de rajouter un tout petit peu de doublure qui aille, on va dire, au moins jusqu'en bas des fesses pour éviter d'affoler la pudeur. Mais sinon, là je la reprendrai pas parce que je la trouve très bien comme ça. J'apprécie le fait qu'elle ne soit pas trop lourde et qu'elle ne tienne pas chaud, surtout au niveau de la jupe. Donc je me contenterai d'utiliser des sous-vêtements adaptés. Et sinon, le corsage est complètement doublé, donc je peux vous montrer l'intérieur aussi. Hop. Donc
à l'intérieur, c'est doublé dans le même tissu que mon tissu principal, puisque j'en avais assez. Sinon, vous pouvez utiliser évidemment un tissu de doublure de votre choix, à condition qu'il reste quand même léger, qu'il soit de poids à peu près équivalent au tissu principal que vous allez utiliser. Au niveau technique, donc il n'y a pas de grosse difficulté avec ce patron, si ce n'est la pose de la fermeture invisible. Donc, comme vous pouvez le voir ici, elle se pose dans le dos au centre de la jupe. Je suis assez contente de la pose de celle-ci parce que c'est pas toujours l'étape la plus sympa, on va dire, parce que pendant longtemps j'avais pas le pied adapté, j'avais pas bien compris la technique pour le mettre. Donc pour utiliser, enfin on va dire pour bien poser une fermeture invisible, le mieux c'est d'avoir un pied adapté, c'est-à-dire un pied fermeture invisible qui est un pied un peu large avec 2 petits rails et une pièce centrale. Et en fait, il y a une technique que je ne connaissais pas quand j'ai commencé à m'en servir. En fait, il faut bien écarter les dents. Donc quand on coud la fermeture éclair, il faut bien écarter les dents pour que l'aiguille couse vraiment au plus près du bord de la fermeture éclair. Et en fait, c'est ça qui vous donne vraiment ce côté invisible. Donc vous pouvez le voir ici, je vais vous approcher. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun écart. Si je tire un peu le tissu, on ne voit pas la fermeture. On la voit un tout petit peu ici, mais ça, c'est dû à l'épaisseur de tissu, puisque le principe, c'est de monter la fermeture et ensuite de faire un rabat, donc de rabattre ici et de fermer la ceinture. Donc ça, c'est peut-être la seule difficulté technique réelle de ce patron. Sinon, j'aurais tendance à dire que c'est tout à fait accessible à des débutants. Donc là, chez Cozy Little World, on a un niveau de difficulté qui est indiqué sur les patrons. Pour moi, les niveaux de difficulté, clairement, c'est assez... je trouve que c'est assez aléatoire parce que finalement, ça dépend un petit peu de la façon dont vous abordez la couture. Personnellement, j'ai jamais vraiment regardé la difficulté d'un patron. C'est surtout, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Donc après, ça demande peut-être un peu plus de concentration et un peu plus de travail, on va dire, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous allez devoir vous entraîner, il y aura peut-être des ratés. Mais du coup, je pense qu'on n'est pas obligé, si on commence à couture, de se contenter de patrons, on va dire, étiquetés débutants, parce qu'en fait, c'est juste une question d'apprentissage des techniques. Donc à la limite, s'il y a un patron qui vous semble un peu difficile, le mieux c'est peut-être d'aller d'abord regarder quelles sont les techniques utilisées, si vous pouvez trouver des tutoriels, des choses comme ça, et YouTube est une mine d'informations pour trouver des tutos divers et variés, et de vous lancer parce que finalement c'est beaucoup plus motivant de coudre un patron qu'on a vraiment envie de faire et vraiment envie de porter, plutôt que de coudre je sais pas, des sacs si vous n'êtes pas du tout porté sur les accessoires. Et je fais typiquement partie de cette catégorie de couturière, on va dire. Moi, coudre des tote bags, ça n'a aucun intérêt pour moi, donc j'ai préféré commencer directement par une jupe tailleur. Voilà. Donc, pour en revenir à cette blouse Alésia, donc, ce qui est vraiment très très joli, ce sont les bretelles. Et donc, vous avez des petites boutonnières, je vais vous montrer. J'ai trouvé des très jolis boutons. Je crois que c'était dans le magasin Aquarelle Tissu qui est à Concarneau. Donc, ce sont des petits boutons en plastique. Voilà. Ils sont un petit peu nacrés, un peu brillants. Et alors, ils sont vraiment de la même couleur que le tissu. J'étais vraiment très contente d'avoir trouvé ça dans mon stock de boutons. Je me suis amusée à faire les boutonnières à la main. Donc là, elles sont un petit peu tirées parce que la robe est sur le mannequin depuis un petit moment. Et puis parce que, comme je l'ai porté, le tissu a travaillé un peu. Alors, j'ai fait les boutonnières à la main parce que ma machine à coudre était encore chez le réparateur au moment où ma machine à coudre de compète, parce que j'en ai une
que j'ai utilisée pour la couture intégrale de celle-ci qui est beaucoup plus ancienne et avec laquelle je n'aime pas faire les boutonnières parce que j'ai toujours peur que ça abîme le tissu. Alors Freya vient faire un tour par ici. J'espère qu'elle ne me fera pas un épisode catastrophe comme pour le premier épisode, sinon au pire je la virerai avant. Donc j'étais en train de vous dire que les boutonnières, je n'aime pas les faire avec ma vieille machine parce que alors déjà ce sont des boutonnières en 4 étapes, donc c'est assez long de sélectionner les différents modes. Et en plus, sur des tissus un peu fins comme celui-là, j'ai toujours peur que ça le bouffe un peu et que ça l'abîme. Et j'ai une autre machine qui est beaucoup plus performante et qui permet d'aller sur vraiment beaucoup plus loin. Et pour le coup, elle a les boutonnières automatiques que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc je ferai des tests dès que je l'aurai réinstallée dans mon atelier. Elle est juste là, je la vois. Et j'ai hâte de pouvoir me remettre dessus. Mais donc, comme j'avais un petit peu peur d'abîmer le tissu, j'ai préféré faire les boutonnières à la main. Pour ça, j'ai utilisé donc du fil à broder DMC, c'est le moulinet DMC, d'une couleur très proche de la couleur du tissu. Et j'ai fait un point de... ça ne me revient pas... je ne sais plus. J'ai préparé un article de blog. Pour l'instant, il me manque encore les photos. J'ai fait une première session de photos, mais qui n'est pas bonne du tout. La lumière était vraiment pas terrible et je suis pas vraiment satisfaite. Donc je referai une session photo, mais du coup, très prochainement, il y aura un article sur cette robe avec tous les détails techniques que j'aurais oublié de vous donner ici. Et je vous mettrai notamment le point utilisé pour faire les boutonnières. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la longueur des bretelles. Parce que donc, sur cette robe, je n'ai fait qu'une seule modification, qui est la modification classique dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, qui est de grader entre le 38 et le 40 au niveau de la taille. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai une ceinture en taille 40, jupe en taille 40, et au niveau du dos et des pièces de devant, lorsque je suis arrivée à peu près en gros j'ai gradé entre les deux pièces. Là je peux plus vous dire exactement comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait de façon tout à fait académique. Et donc en gros elle est juste ce qu'il faut pour la taille, elle est pas trop serrée, mon dos passe très bien. Par contre, je pense que d'avoir un dos large, et ça je ne pouvais pas le savoir avant, on va dire, de la porter, je trouve que les bretelles sont un peu trop courtes. C'est-à-dire que là, en gros, vous voyez qu'il y a des découpes princesses, et sur Georgie ça tombe très très bien, il y a vraiment l'arrondi de la découpe princesse qui est ici. Sur moi, ça a tendance à remonter comme ça, tout simplement parce qu'en fait, pour que les bretelles se placent bien quand je bouge, et ce qui arrive assez souvent quand on porte un vêtement, vous en conviendrez, j'ai tendance à avoir les pinces poitrine qui remontent un peu trop haut et mes seins ne remontent pas avec. La gravité fait que eux, ils restent à leur place. Donc du coup, il faudrait que j'essaye de modifier les bretelles. Je crois qu'il me reste suffisamment de tissu pour pouvoir refaire une paire de bretelles. Et à mon avis, en rajoutant 5 cm, ça devrait être bon. Sachant que là, sur cette version, j'ai cousu les boutons à l'emplacement prévu et je trouve que ça arrive très bas. Je vais approcher. Donc vous voyez, entre le bas de la bretelle et le bouton, on a vraiment très très peu d'espace. Donc je pense que ça vaudrait vraiment la peine de les rallonger un petit peu. Alors après, peut-être qu'avec un dos un dos moins large, ça passe mieux, hein, mais voilà. Si jamais vous avez cousu cette robe et que vous avez eu ce problème-là, je veux bien des retours, parce que en fait, je me pose toujours la question de savoir si c'est ma morphologie qui fait ça ou si c'est peut-être le patron qui est comme ça de base. Et je trouve que c'est toujours bien d'avoir des retours comme ça parce que ça permet de savoir finalement, avant qu'on fasse un patron,
quelles sont les modifications anticipées, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire une toile intégrale, c'est-à-dire que là, j'ai fait une toile simplement pour le corsage pour voir si ça allait. Je ne me suis pas amusée à faire tout le corsage avec les bretelles, parce que finalement ça prend beaucoup de matière pour, voilà, pour simplement valider l'allant, quoi. Donc voilà, un petit détail technique, on va dire, dans le patron aussi, mais alors je trouve que ce patron est vraiment très bien. Alors le patron de Cozy Little World est très bien expliqué, le livret est très clair. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez vraiment toutes les fournitures qui sont données là sur la pochette avec les quantités adaptées, et vous avez notamment du ruban droit fil thermocollant. Ça, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément quand on débute la couture. Moi, j'ai connu ça grâce à une collègue de travail qui cousait énormément et qui a même pris des cours de modélisme et tout ça, et qui m'avait parlé de ce ruban thermocollant. Alors en fait, il s'agit d'un petit ruban comme ça. Donc moi, je prends cette marque-là. C'est une marque que je trouve chez Rascol. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment du thermocollant. Alors, voilà. Donc c'est du thermocollant, et dessus, vous voyez qu'il y a un fil qui est cousu. On le voit peut-être un tout petit peu mieux sur le côté. Donc en fait, c'est thermocollant comme voilà, comme un entoilage classique, mais ça vous permet de stabiliser tout ce qui est emmanchure et décolleté. Je m'en suis déjà servi pour les Caraco Calcium dont je vous avais parlé la dernière fois. En fait, ici, vous allez mettre du thermocollant droit fil sur cette partie-là, c'est-à-dire au niveau de l'emmanchure ici. Ce qui va permettre d'éviter que ça se déforme, notamment avec la transpiration, moment glamour, et que ça finisse par bâiller. Donc c'est vraiment important de le mettre. Et c'est un petit truc à avoir vraiment dans voilà, dans ses affaires de couture, même un peu d'avance, parce que moi ça m'a permis aussi de rattraper. J'avais fait des moneta et j'avais un tissu qui était très extensible à la fois en largeur et en hauteur, et pour coudre l'encolure j'avais galéré, mais vraiment galéré, avec ma machine qui était pas forcément ma vieille machine qui est pas très adaptée pour tout ce qui est tissu extensible. Elle a tendance à étirer. Et en fait, j'ai réussi à sauver la robe, notamment l'encolure, en mettant un petit peu de thermocollant comme ça. Alors, il y en a avec justement ce fil cousu au milieu qui permet vraiment de stabiliser. Et il y a un autre modèle qui s'appelle peut-être plutôt Stabile Manche, qui n'a pas le fil au milieu, qui est juste une petite bande de thermocollant. Et en fait, c'est cette bande de thermocollant que j'ai utilisée. Et ça marche très bien. Alors après, évidemment, il y a moins d'élasticité, mais l'encolure était déjà suffisamment large pour que ça passe, il n'y avait pas de souci. Alors, je vais passer à la pièce suivante. C'est la blouse à veille. Donc, c'est une blouse toute simple, avec une encolure assez près du cou, pardon, et des manches amples. Et dans le dos, il y a une fermeture qui forme une petite goutte. Alors, ce patron, c'est, et je ne suis pas sponsorisée par Un chat sur un fil, une blouse qui est disponible sur le site Un chat sur un fil. Donc, vous voyez qu'il y a 3 versions différentes. Hop. Donc, vous avez une version avec des manches papillons et des manches un peu plus courtes, sans col. Une version avec un col droit, des bracelets de manches droits et des manches plus longues. Et une version avec un col volanté et des manches, des poignées de manches volantées aussi. Donc moi je suis partie sur cette version manche longue poignée droit, mais sans le col droit pour l'instant. Alors pour cette version, j'ai utilisé une gaze de coton
qui était un des tissus que Un chat sur un fil a utilisé pour faire ses versions de présentation du patron. Et c'était parfait parce que ça me permettait de faire une toile par la même occasion. C'est un tissu, je crois, qui coûtait 10 € le mètre, quelque chose comme ça. J'ai dû en prendre presque 2 mètres. Et ça me permettait de faire une toile, et en même temps, je trouve que la gaze de coton, c'est très doudou comme tissu. C'est plutôt respirant, c'est doux sur la peau, c'est vraiment agréable. Celui-ci est légèrement transparent puisque c'est pas de la double gaze, c'est de la gaze toute simple, donc vous voyez que on voit un peu à travers. Moi je le porte comme ça avec un soutien-gorge qui a une couleur assez proche de ma carnation, ou alors carrément un soutien-gorge blanc. Mais bon, je pourrais très bien porter un petit caraco en dessous, ça suffirait amplement. C'est un patron qui est, on va dire, estimé à un niveau débutant ou intermédiaire. Je pense que c'est un patron qui est assez simple si on veut se lancer dans la couture. Et il y a vraiment des choses très simples et en même temps un petit peu de technique quand même. Alors, ce qui va être un petit peu technique, ce sont peut-être les fils de fronce. Moi, c'est une étape que j'aime bien faire. J'aime bien quand on passe les fils et puis que dès qu'on les tire un petit peu, on puisse voir les fronces se former, les répartir, tout ça. Bon, après, c'est pas forcément très drôle à coudre, mais bon, voilà, moi je trouve ça sympa. Donc, il y a très peu de pièces. Il y a une pièce devant, 2 pièces dos, une bande d'encolure et puis les 2 manches et 2 poignées de manches. Donc c'est assez simple à tracer. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le patron est uniquement disponible au format PDF. Il s'imprime bien et il se cale bien, parce que moi j'ai toujours un petit peu du mal avec les patrons PDF. Il y a des moments où je trouve que ça a du mal à s'emboîter, enfin, c'est toujours un peu la galère. Dès qu'il y a un petit décalage, après c'est autant de décalage sur la pièce. Mais là ça va, franchement, c'est assez rapide. Et puis, alors je ne sais plus quel est le prix. Je crois que c'est une dizaine d'euros. Là je ne l'ai pas noté, mais bon, c'est vraiment pas très excessif. C'est vrai que je pense pas à donner ce genre de détails là. Si éventuellement ce sont des choses qui vous intéressent, dites-moi. Après, comme je vous donne la marque et l'endroit où vous pouvez les trouver, bon, ça c'est assez facile à retrouver. Bon, si jamais c'est une information que vous aimeriez avoir, dites-moi. Alors, donc vous avez une couture centrale au niveau du dos qui vous permet de joindre les 2 parties. C'est plutôt bien fait. Le livret est très bien expliqué. Donc pour vous donner un petit aperçu un petit aperçu de la façon dont c'est fait. Par exemple, pour la bande d'encolure, pour faire le col tout simple, vous avez un pas à pas comme ça avec des photos. Et je trouve ça assez intéressant parce que lorsqu'on n'a jamais mis de bande de propreté sur un col, ça vous permet de voir un petit peu comment ça marche. En plus, là, il y a 2 tissus contrastants qui ont été utilisés pour bien visualiser la façon dont ça se passe. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez le tableau de coupe, vous avez, bon, comme dans la plupart des patrons, des suggestions de tissus. Vous avez différentes options, donc on vous explique vraiment comment faire. Alors la seule chose qui n'est pas forcément évidente, c'est que si vous voulez faire la version manche longue comme c'est mon cas, il va falloir rajouter, je crois, plus de 10 cm sur les manches. Moi je l'ai fait directement sur mon tissu, mais je pense que je retracerai les pièces parce qu'en fait c'est quand même, elles sont tellement amples que ça rend pas les choses forcément simples de le tracer directement sur le tissu et notamment de bien prévoir la place. Je vais vous montrer le plan de coupe, donc il est vraiment important de le respecter. Ce que je n'ai pas fait au départ, alors je m'en suis bien tirée, mais j'aurais pu avoir vraiment beaucoup plus de mal. Donc
vous voyez en fait les manches sont vraiment très très larges. Et donc il faut d'abord faire un premier pli et là vous mettez vos pièces qui se coupent au pli et ensuite ça vous permet d'avoir une plus grande place pour mettre les manches parce qu'elles sont vraiment très larges. Donc, pour vous donner un peu ce que ça... vous montrer un petit peu l'ampleur de la manche. Voilà. Donc, par rapport à mon bras, j'ai vraiment beaucoup de place au milieu. Il y a un détail qui est assez sympa aussi, c'est des petites fronces au niveau des manches ici, qui donnent un petit côté bouffant. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de blouse parce que je trouve que c'est un petit style victorien qui me plaît bien, mais en un peu plus moderne. Hein. C'est vraiment, voilà, vraiment une pièce très très simple. Après, donc pour faire les finitions, donc j'ai mis un petit bouton doré que j'avais déjà en stock et je me suis amusée à faire la bride au crochet. Donc j'ai pris du moulinet DMC, un crochet en je sais plus 2,5 je crois, et j'ai fait une chaînette, donc c'est des mailles lancées, et ensuite je l'ai cousu dans la bande de propreté comme j'aurais cousu une bride que j'aurais achetée. C'est plutôt pas mal parce que du fil de broderie j'en ai plein et finalement ça m'évite d'acheter un petit ruban exprès que j'aurais pas forcément dans toutes les couleurs. Là il me suffit de prendre un fil qui se rapproche de la couleur principale de mon tissu et puis voilà, c'est très très rapide à faire. Quoi dire de plus? J'ai pas grand chose de plus à dire. Alors après, pour la taille, je crois que je suis partie sur la taille 40 parce que j'ai eu un écueil avec une précédente blouse qui est la blouse Ida Mom d'Ikati. Je reviendrai dessus en détail, je vous en ai déjà parlé dans le premier épisode, mais voilà, ça reste un échec cuisant en termes de résultats de couture, donc je vous la présenterai, mais d'abord il faut que je prenne le temps de revérifier un certain nombre de choses et que j'essaie de trouver une solution parce que je suis vraiment, je suis vraiment déçue de ne pas avoir réussi à en faire quelque chose. Là où ça pose un problème, c'est que comme vous le voyez, les emmanchures sont très très basses. Donc elles m'arrivent à peu près au niveau de la poitrine ici. Il n'y a pas de pince poitrine. Et comme j'ai un dos large, la question c'est quand j'ai des pièces comme ça, comment est-ce que je les modifie? Et en fait pour l'instant j'ai pas encore trouvé de solution. Donc en gros je suis partie sur la taille 40, j'ai compté sur l'ampleur des manches pour corriger un peu l'effet trop serré et a priori ça a fonctionné. Donc là j'ai pas fait de modification particulière. Alors la dernière pièce que j'ai à vous montrer, c'est la petite combinaison Lisboa de la marque Ikati. Donc c'est ce patron qui existe depuis un bon moment déjà. Donc c'est une petite combinaison qui va du 6 mois au 4 ans. C'est pas la première que je couds, j'en avais déjà cousu une première version, je crois, en 12 mois. Et donc là, comme il me restait des chutes de mon joli tissu Peter Pan, j'ai fait une petite combinaison pour mon petit garçon. Voilà. Donc je l'ai faite en taille 3 ans parce qu'actuellement je l'habille en 24 mois et je pense qu'on va bientôt arriver à la limite. Donc j'en ai profité pour rentabiliser ce reste de tissu pour qu'il le porte un peu plus longtemps. Donc j'ai utilisé un bord-côte blanc, tout ce qui est de plus simple. Les pressions, ce sont des pressions métalliques argentées que j'avais commandées sur le site d'Ikati. Je crois que c'est la marque Elvelican, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais on va dire que c'est comme ça. Ou alors c'est Elvelican, je ne sais pas. Donc cette combinaison, elle est très facile à faire, c'est tout en jersey. Le livret d'explication est très bien fait. L'étape par étape est
est montré avec des petits schémas et des photos. Donc je vais vous montrer des petits morceaux. Peut-être que des schémas. Non, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a des schémas et des photos. Voilà. Donc vous avez plusieurs variantes possibles. Vous avez la possibilité de le faire avec ou sans manches, manche longue ou manche courte, jambes longues ou jambes courtes. Vous pouvez rajouter des poches. Donc moi je les rajoute pas parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre des poches sur une combinaison qui sert principalement de pyjama. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, donc là j'ai cousu, donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse, mais j'ai cousu, j'ai fait la petite bande d'encolure à la surjeteuse et ensuite j'ai fait une petite couture pour rabattre et vous voyez que ça gondole un petit peu. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est le problème de ma machine, c'est le fait elle appuie beaucoup et en gros ça fait gondoler le jersey. Donc c'est pour ça que je suis pas toujours très contente des résultats des finitions sur les vêtements que je fais en jersey parce que c'est toujours un peu entre deux. Donc voilà. Alors après il y a une petite chose qui m'avait surprise la toute première fois que je l'ai faite, c'est qu'il n'y a pas de couture sur la patte de boutonnage. Donc en fait, la patte de boutonnage est simplement rabattue et vous mettez une bande de thermocollant en dessous et ce sont les boutons, enfin les pressions qui vont faire tenir la patte de boutonnage. Donc vous voyez que là si je tire, ça le... Voilà, on a juste le tissu. Donc comme c'est du jersey, évidemment, ça ne s'effiloche pas. Mais c'est vrai que la première fois, ça m'avait un peu surprise de finir, d'avoir une finition comme ça. Mais ça tient très bien, parce que la première Lisboa que j'ai faite est toujours en très bon état, il n'y a vraiment aucun problème. Ce qui peut bouger un petit peu, c'est le thermocollant qui peut se décoller au fil des lavages. Mais bon, en fait, il est surtout là pour renforcer un peu le tissu, pour ne pas l'abîmer lorsqu'on va mettre les pressions. Les pressions, donc, ce sont des pressions métalliques ouvertes, hein, comme vous voyez, elles ne sont pas pleines ici. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal à les mettre, surtout quand il y a un peu d'épaisseur de tissu. J'ai l'impression que ça se gondole un petit peu. Alors peut-être que ma pince n'est pas idéale, mais bon, voilà. Après, je fais toujours très attention. Je tire jamais sur le tissu pour les ouvrir parce que par contre, elles tiennent vraiment très bien. J'ai tendance à glisser mon ongle au milieu pour l'ouvrir et éviter d'abîmer le vêtement. Donc pour l'instant, je ne lui ai pas encore montré, mais je pense que ça devrait lui plaire parce qu'il est dans une phase crocodile et qu'on a plein de crocodiles sur ce joli tissu. Alors, c'est tout pour les projets terminés en couture. Je vais passer aux projets terminés en tricot. Alors, la petite pièce que je vais vous montrer, c'est un cadeau de naissance pour ma copine Anna, qui est derrière Relongue avec Anna, qui a eu une petite fille. Et là, je peux vous en parler parce que normalement, quand cet épisode sera en ligne, je lui aurai déjà offert. Donc Anna a accouché d'une petite Suzanne au mois de mai et donc je voulais lui faire un petit cadeau de naissance et j'ai choisi de lui faire le Anka's Onesie qui est un patron de petite knit. Donc je l'ai apporté avec moi, il est là. Alors il est tout froissé parce qu'il a voyagé dans mon sac à projet, il m'a accompagné dans le sud de la France. Donc c'est une petite combinaison qui est proposée de la taille 0,2 mois à 18-24 mois. Ça se tricote en rond. Il y a un joli yoke en côte, alors je crois que ce sont des côtes 1-1, ouais, c'est ça. Et il y a, alors ça fait comme des petits... Voilà, il y a un système de jeté, finalement ça fait un peu comme des petits trous là. La laine que j'ai utilisée, alors vous le voyez plutôt bien à la caméra, c'est une laine qui est nuancée. Alors c'est la marque Squirrel Yarns
C'est Lisa qui est derrière cette marque et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je la soutiens sur Patreon parce que je trouve qu'elle fait vraiment des choses très chouettes et notamment des coloris Harry Potter. Tout pour me plaire. Donc ce coloris s'appelle, je vais sortir mon carnet, je crois que c'est la cape d'invisibilité du rusé, mais je vais vérifier. Voilà, donc c'est la cape d'invisibilité du rusé. La composition c'est 100% Merino Superwash. Je pense que ça c'est très bien du coup pour un bébé parce que c'est bien pratique de pouvoir le laver en machine s'il est un peu taché de lait ou autre. Donc c'est un coloris qui est assez subtil avec des petites variations de violine dedans. J'aime beaucoup les étiquettes de Lisa, je vais vous montrer. Elle a un petit logo tout mignon avec un petit écureuil, donc les lettres de l'écureuil. J'ai choisi des petits boutons violine chez Papa Ours qui, ma foi, vont plutôt bien avec la couleur de la laine. Je suis plutôt contente parce que c'était franchement pas évident à trouver. J'ai cherché un petit moment, mais j'ai fini par trouver mon bonheur. Alors, pour la réalisation technique, donc c'est un patron que j'avais déjà tricoté pour mon petit garçon et je peux vous montrer la version puisque je l'ai juste là. J'ai malheureusement pas pu lui mettre beaucoup parce qu'en fait j'avais un petit nœud qui s'était défait je ne sais plus où et donc en fait il a fallu que je le reprenne, mais je lui avais fait une petite version dans un coloris, je crois que c'est cannelle. Voilà, donc c'était tout petit, il avait ça en sortant, quand on est sorti de la maternité, c'était sa tenue. Voilà, donc là c'est une laine un petit peu, voilà, qui est un petit peu différente de celle de Lisa. Je crois que j'avais pris une laine un peu plus épaisse, parce que comme c'est un petit bébé du mois d'octobre, je préférais avoir quelque chose d'un un petit peu plus épais, parce qu'il était vraiment tout petit. Donc là, je l'ai tricoté en 9. Alors, c'est la taille 6-9 mois. Voilà, en espérant qu'elle puisse le porter au moins à l'automne, peut-être un petit peu au début de l'hiver. Le patron a été mis à jour par Petite Knit et ça c'est très bien parce que la première fois que je l'ai tricoté pour mon fils, les augmentations, il fallait les répartir soi-même. Donc quand elle disait là il faut faire un rang d'augmentation, vous devez avoir tant de mailles à la fin, c'était un peu relou quoi. Donc là elle l'a modifié. Maintenant elle donne vraiment les augmentations de chaque rang. Donc là c'est au niveau du yoke, hein. C'est dans ces bandes là en fait qu'il y a les augmentations, très précisément ici, hein, dans les intervalles. Et je trouve que c'est bien plus clair et c'est bien plus facile parce que je me souviens avoir recommencé 2 ou 3 fois mon projet parce que je m'étais plantée. Et bon, sachant que j'étais en fin de grossesse, j'avais pas envie d'y passer 15 plombes non plus. Et puis je voulais finir cette pièce-là pour la maternité. J'avais pas tellement envie de recommencer 15 fois. Ce qui est pas mal, c'est que c'est tricoté en rond et la patte de boutonnage est tricotée de même. Donc il n'y a pas besoin de reprendre des mailles à la fin. De difficulté particulière, hein, donc on commence par tricoter le yoke, on descend. Donc on fait en aller-retour évidemment puisqu'il y a la patte de boutonnage au départ. Ensuite on fait la jonction ici pour attacher les 2 pattes de boutonnage ensemble et à partir de là on tricote en rond les jambes qu'on finit par des petites côtes 1-1 et on récupère les mailles qu'on avait laissées en attente pour les manches et on tricote les manches en rond. Donc c'est un petit projet que j'ai tricoté je crois en 2 semaines, donc je n'ai tricoté que ça. C'est assez rapide, c'est plutôt sympa à tricoter et moi j'avais bien aimé faire la première version déjà pour
pour mon fils, mais j'ai beaucoup aimé cette version-là aussi. La laine de Lisa est vraiment très agréable à tricoter. Elle est plutôt douce, elle se met bien en place après le blocage. Elle n'a pas dégorgé. Je regarde, il y avait une teinte légèrement grisée à la fin du blocage, mais voilà, rien de très fort. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce patron. Je revérifie. Ah si, j'ai dû... Alors moi les échantillons de petites nittes, à chaque fois je suis pas bonne. Normalement ça se tricote en 3, moi j'ai dû le tricoter en 3,25. Donc j'ai tout décalé de 0,25. Les côtes je les ai fait en 2,75 au lieu de 2,5. Voilà. Donc ça c'était tout pour celui-ci et c'est tout pour les projets terminés en tricot. Je vais maintenant vous parler des encours. Donc en encours, j'ai deux choses à vous montrer. Donc j'ai mon gilet coquille, je crois qu'il a plu à quelques-unes d'entre vous en tout cas. Je l'ai avancé, mais comme je l'ai mis un peu en pause du coup pour tricoter le reste, pour l'instant je n'ai que le corps. Donc j'ai fini tout le corps et j'en suis très contente et j'ai hâte de pouvoir m'y remettre, mais j'ai d'autres petites choses à tricoter avant qui iront plus vite, donc je préfère le mettre en pause et pouvoir y passer du temps, d'autant qu'il a fait relativement chaud ces derniers jours et franchement tricoter de la surie c'est pas forcément ce qui me faisait rêver, donc j'ai préféré tricoter du mérino qui tient quand même vachement moins chaud. Donc voilà, j'ai tricoté le corps en entier, donc j'ai fini mes bandes de coquillage. Donc vous pouvez voir le motif ici, un petit peu, vous pouvez le deviner en tout cas. Donc j'ai fait les petites côtes en bas et la prochaine étape ça va être de relever les mailles au niveau de l'encolure et puis de faire les manches. L'autre projet que j'ai en cours et que je vais tricoter en priorité, c'est un petit cadeau de naissance pour un bébé d'une de mes copines. Alors, je vais vous montrer le modèle. C'est un modèle qui est issu de ce livre qui est sorti, je crois, il y a 2 ou 3 ans maintenant, de Julie Party, qui est derrière Lily comme tout. Donc 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. C'est un livre que j'avais acheté vers la 2e moitié de ma grossesse, en me disant ça serait sympa de tricoter des petites choses pour mon bébé. Et je trouve qu'il y a des modèles très sympas dedans. Et franchement, j'avais envie d'en tricoter beaucoup plus, mais il aurait vraiment fallu que je l'achète en début de grossesse et que je m'y mette rapidement, ce que je n'ai pas fait. Donc là, je suis en train de tricoter cette petite barboteuse. Donc ce modèle, je le trouvais vraiment très mignon. Et je suis en train de tricoter ça avec une copine et qui a tricoté une autre pièce. On prépare un petit ensemble. Donc moi je fais la barboteuse et elle fait un petit gilet qui va avec. Je l'ai commencé hier, donc je suis vraiment au tout début. Au tout début, donc on commence par le bas. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Voilà. Donc on le commence par le bas. Donc les petites cuisses sont ici et puis on remonte petit à petit, et ce que je trouve vraiment super chouette, c'est ce petit motif de torsade qu'on fait petit à petit. C'est une torsade qui s'alterne sur 8 rangs, donc on met des petits marqueurs pour bien noter ça, et j'utilise aussi un petit contre-rang. Alors je ne sais pas si je l'utilise correctement, mais je me suis dit que j'allais tenter. C'est un petit contre-rang, je crois que c'est de Woolly Day. C'était dans la box Out Yonder que j'ai commandé chez Arco Irician. Et j'avais ce joli petit sac à projet en tartan qui a été cousu par la boutiqueuse. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le tartan, j'adore l'Écosse. Donc du coup, je me suis dit que j'allais profiter de ce petit projet pour utiliser tout ça. Donc là, j'en suis au tout début. Je le tricote dans une laine de Rico Design
qui est Essentials Merino Decay Extra Fine Super Wash. Voilà, c'est un coloris blanc. Voilà, bon, l'étiquette en soi n'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est un coloris blanc, voilà, blanc un peu cassé. La Rico Design, je la trouve vraiment très très bien pour les tricots bébés. J'en avais déjà utilisé dans un coloris bleu-gris et dans un coloris un peu camel. Pour tricoter un Lille Kimono de Lily comme tout aussi, je crois, pour Zachary, pour la naissance en fait, qu'il a porté pendant tout notre séjour à la maternité. J'avais tricoté ce petit Lille Kimono et je lui avais fait un petit bonnet d'une mignonitude absolue. Je ne sais plus qui est la créatrice, mais je vous montrerai ça à l'occasion parce que je pense que j'en tricoterai d'autres. C'était un petit béguin avec des oreilles de fan et il était absolument adorable dedans. Et je lui en ai retricoté un pour cet hiver parce que ça lui fait une petite boule vraiment trop mignonne dedans. Donc je n'ai pas pu résister. Je lui en ai refait un et je vais en profiter jusqu'à ce qu'il soit trop grand et qu'il me dise maman, c'est naze. Donc ça, c'était tout pour les projets en cours. Je voulais vous parler aussi un petit peu de broderie. Parce que oui, je suis abonnée, alors je vais vous montrer ça. Je suis abonnée depuis un certain temps à un magazine qui s'appelle Molly Makes, qui est un magazine anglo-saxon, je crois. Donc, je crois qu'il a été, à un moment, il a été fait en France, mais la publication a été arrêtée. Ça, c'est un mensuel, et je crois qu'en France, il paraissait tous les, je sais plus, les 2-3 mois, un truc comme ça. Moi j'aime bien ce magazine parce qu'en fait il y a plein de choses dedans. Il y a des petites recettes de cuisine, il y a plein de do it yourself, il y a vraiment de bonnes idées, il y a aussi, c'est aussi l'occasion de découvrir des créateurs, des créatrices. Et donc souvent il y a un petit kit, enfin il y a toujours un petit goodie avec. Et cette fois-ci c'était un petit tambour à broder et en fait je trouvais le motif super mignon. Donc je crois que c'est Queen Bee Hoop. Voilà, c'est une petite abeille. Donc dans le kit, on a tout ce qu'il faut. Il y a un cercle. Alors c'est pas tellement un cercle à broder, mais je pense qu'on peut broder dessus si on veut, mais il vaut mieux avoir un cercle de broderie en bois plus efficace, parce que là pour le serrer, c'est pas top. On a la toile avec le motif. Hein, ici, on peut voir. Voilà, le motif est imprimé. On a les fils, donc là ils sont en bazar parce qu'évidemment je les ai défaits. Et on a le pieu qui va avec. Donc là, voilà, je vais peut-être mettre. Voilà, donc l'aiguille est vraiment très très épaisse. Bon, ça fait le job, hein, mais c'est vraiment très épais pour broder. Je pense qu'on peut utiliser des aiguilles plus fines, ça serait beaucoup mieux. Mais comme je l'ai commencé un peu comme ça, j'avais pas mes aiguilles de broderie sous la main. Je me suis dit, tant pis, et puis ça va. Donc j'en suis là. Ça va vraiment très très vite. C'est assez satisfaisant à faire. Bah après je pense que je le mettrai dans le petit cerceau et je l'accrocherai parce que je trouve que c'est vraiment très mignon. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ça. Alors, les encours couture. Donc là, je vous montrerai pas hein, comme la fois précédente les étapes exactes où j'en suis, mais j'ai en tête une tenue particulière avec deux patrons. Donc le premier c'est le Trop Top et le second donc d'Ivan Soufflé. Le second c'est Saiki qui est le patron de pantalon qu'elle a sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, enfin très récemment en tout cas. Et en fait j'aimerais faire une tenue totalement Ivan Soufflé avec un Trop Top mais dans une version modifiée comment ça s'appelle boxy, enfin large. J'avais beaucoup aimé la version de By Sandra's Hand. Sandra pendant très longtemps
avait un blog couture qu'elle alimentait très régulièrement et que j'aimais beaucoup. C'était il y a quelques années maintenant parce qu'elle a deux petits garçons qui l'occupent beaucoup, donc elle publie beaucoup moins ces dernières années, surtout que là son plus jeune a quelques mois, donc c'est un projet, voilà, si vous cherchez cet article-là, il faudra remonter un petit peu dans les archives. Elle avait fait un trop top large, donc c'était, je crois, dans un coloris camel, et donc elle avait des manches très très fitées, et je crois que ça devait lui arriver à peu près là, comme elle a l'air d'être toute menue, ça faisait vraiment beaucoup beaucoup de plis, et je trouvais ça vraiment très joli. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette version-là, mais je ne m'étais pas encore lancée parce que c'est vrai que les patrons d'Ivan Soufflé sont vraiment très chouettes, mais ça prend un peu de temps justement pour faire tous les ajustements et tout ça. Donc maintenant, je suis complètement dans cette dynamique-là, mais il y a quelques années, j'avais envie de coudre rapidement et de voilà, de pas avoir à faire trop d'ajustements, ce qui est un peu dommage parce que vu ma morphologie, de toute façon, les vêtements sont pas adaptés pile poil. Donc. Alors, je vais vous montrer le petit croquis que j'ai fait. J'espère qu'on y verra quelque chose parce que je l'ai laissé au crayon de papier pour l'instant. Donc, j'aimerais faire cette version donc large du trop top. Et puis, donc, la version de Saiki, je ne sais pas si vous avez été voir le patron. Je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai rien imprimé pour l'instant. J'ai travaillé uniquement sur les tailles. J'aimerais faire la deuxième version, c'est-à-dire la version ajustée avec le zip sur le côté. Donc, pour l'instant, ce que je peux vous montrer, c'est les tableaux des mesures sur lesquels j'ai travaillé. J'ai aussi fait la même chose pour le trop top, mais dans mon carnet. Donc j'ai noté mes mensurations, j'ai été regarder en détail les ajustements à faire. Donc il s'avère que pour le trop top oversize, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'ajustements. Il faut juste que je détermine la taille de départ et je vais probablement partir sur un 38 ou un 36. Parce qu'en fait, je suis vraiment pile entre les deux. C'est-à-dire j'ai 2 cm de... La taille 36 fait 2 cm de moins que mes mensurations et la taille 38 fait 2 cm de plus. Donc je suis vraiment en plein milieu. Comme le trop top est un petit peu... Il y a un petit peu d'aisance, il faut que je regarde quelle est l'aisance de base. Et en fonction de ça, je choisirai soit l'un soit l'autre parce qu'en fait, pour le trop top oversize, il va falloir que j'élargisse, donc en fait je pourrais très bien partir du 38, mais après j'aimerais aussi profiter de travailler sur ce patron pour faire des versions t-shirt plus classiques, et à ce moment là il faut que je regarde vraiment quelle est l'aisance qui me convient le mieux, parce que quitte à le travailler, autant partir voilà, sur la bonne taille. L'autre chose aussi, c'est sur mon blog, il y a 2 ans, enfin plus de 2 ans maintenant, j'avais préparé une garde-robe capsule pour le printemps dans lequel j'utilisais notamment le trop top pour plusieurs choses, et j'aimerais bien revenir sur ce projet parce que ça me plaisait vraiment beaucoup, et donc voilà, j'ai ça en tête. Donc pour l'instant j'ai une tenue précise en tête, mais j'aimerais bien décliner ce patron, et quitte à le faire une fois, autant en profiter pour le décliner plusieurs fois, comme j'avais fait pour le Caraco Calcium finalement, parce que une fois que le patron est travaillé, il n'y a plus qu'à faire, donc ça va très vite, c'est plutôt satisfaisant puisqu'on a déjà fait tous les tests, les erreurs ou les ajustements qu'il y avait à faire au départ. Donc je pense que je vais refaire cette méthode-là. Elle avait plutôt bien marché pour les Caraco Calcium que je porte beaucoup. Alors pas aujourd'hui parce qu'il fait un peu plus frais, mais je les porte beaucoup. J'ai choisi de faire le trop top, donc oversize, dans ce tissu que j'ai trouvé chez Papa Ours en solde. Donc c'est jaune et il y a des pois blancs, c'est génial. Donc c'est un mélange coton et lin qui a un peu d'élasticité mais pas trop. Voilà, seulement dans la largeur. Du coup qui a un joli drapé, on le voit déjà. On le voit déjà là, donc ça me paraît vraiment pas mal pour faire un trop top oversize. Et j'ai acheté il y a un petit bout de temps parce que j'avais en tête de faire le Cheetown Chino.
Mais j'ai pas encore, voilà, comme je me suis pas encore attelée au patron, je me suis dit, bon bah finalement ça me permettra de l'utiliser pour faire le seiki. Donc je ferai un seiki dans cette gabardine qui vient de chez Pretty Mercery et qui va plutôt bien avec. Donc, je me suis dit que ça serait une tenue pour la rentrée, pour aller doucement vers l'automne. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà pour les projets couture. Je regarde si j'ai autre chose, mais c'est déjà pas mal. Donc pour l'instant, je ne travaille que sur le Trotop. Je m'attaquerai au Seiki un peu plus tard. Donc j'ai déjà travaillé sur les mensurations du Seiki, mais je n'ai pas encore imprimé les pièces. Donc je pense que je vais me concentrer d'abord sur le Trotop et puis le Seiki, je verrai un petit peu après. De toute façon, j'ai encore le temps. Je vais voir aussi si je tente directement la version ajustée ou si je tente une version en jersey plus souple pour voir un petit peu comment sont les étapes de montage. Donc rendez-vous au prochain épisode, je pense, pour l'avancement. C'est tout pour les projets créatifs. J'avais dans l'idée de vous partager aussi un peu mes lectures, parce que comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, ce que j'aimerais bien partager sur ce podcast, c'est pas forcément seulement les projets en cours ou les pièces terminées, mais c'est aussi de partager avec vous tout ce qui accompagne le processus créatif. Et dans ce processus créatif, la lecture a une grande part. Alors j'écoute beaucoup de livres audio, mais je vous en parlerai probablement au prochain épisode parce que je suis en plein dans un livre et j'aimerais le terminer avant de pouvoir vous faire un retour dessus. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est plutôt les lectures estivales parce que donc je lis beaucoup normalement, mais là je n'arrive pas à lire et tricoter ou coudre en même temps ou broder en même temps. J'aime bien prendre le temps de me consacrer uniquement à la lecture. Et l'été, j'aime beaucoup lire des romans des éditions 10-18 dans la collection Grand Détective. Et donc cette année, j'ai pris un Anne Granger que j'ai découvert il y a un petit bout de temps maintenant. J'avais un peu mis en pause parce qu'en fait j'étais pas retombée sur des bouquins il y a là les 2 dernières années, donc j'ai manqué quelques épisodes, il faut que je rattrape. J'aime bien cette série, je sais pas si elle a un nom. Non, moi ce sont les enquêtes d'un couple qui s'appelle Elisabeth et je crois que c'est Benjamin, ouais, et Benjamin Ross. Ça se passe sous l'époque victorienne. Il y a des meurtres, évidemment. C'est léger, ça se lit rapidement, c'est plutôt bien ficelé en général. J'aime assez parce que on se doute un petit... Enfin, selon les bouquins, on se doute plus ou moins, mais on garde quand même la surprise jusqu'au bout. C'est pas cousu de fil blanc, à la moitié du livre, on ne sait pas déjà forcément qui est le coupable, donc c'est plutôt sympa. L'ambiance victorienne me plaît beaucoup parce que j'ai un grand amour pour la culture britannique et l'ère victorienne me plaît énormément, ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler au fil des épisodes de podcast parce que j'aime beaucoup l'esthétique de cette époque-là. Donc voilà, ça c'est un bouquin assez léger, ça se lit en 2-3 jours si on ne fait pas que ça. Là, le témoignage du pendu, donc tout commence avec le témoignage d'un homme qui va être pendu sur un meurtre qui aurait été commis il y a quasiment 16 ans. Le second livre dont je voulais vous parler, c'est un livre que je suis en train de lire, mais vous voyez, je l'ai presque terminé, ça se lit vraiment très vite. C'est un roman de M.C. Beaton qui est très connu pour sa série Agatha Raisin, mais cette fois-ci, il s'agit de la série Hamish Macbeth. C'est une série qui a déjà au moins 5 ou 6 volumes, qui a été écrite avant Agatha Raisin. C'est à peu près la même recette. Hamish est un policier dans un village un peu perdu des Highlands.
qui enquête sur un meurtre. Évidemment, il ne se passe jamais rien, mais il arrive quand même des meurtres dans ce petit village. Il est souvent écarté de l'enquête par une équipe de policiers qui vient d'un village plus important ou d'une ville plus importante qui est un peu plus loin. Mais finalement, sous ses airs un peu benets, il réussit toujours à résoudre l'enquête avec brio, au nez et à la barbe de l'équipe des policiers menée par un gros crétin, on va dire, qui s'appelle Blair. C'est plutôt sympathique, ça, c'est pas de la grande littérature, c'est vraiment du divertissement, mais je trouve ça plutôt sympa, j'aime bien l'ambiance des Highlands. Comme je vous le disais précédemment, l'Écosse, c'est un peu mon truc. Et donc, à chaque fois, je me fais la réflexion que c'était sympathique, mais voilà. Mais j'y reviens régulièrement, finalement, parce que ça se lit bien, c'est divertissant. En général, il faut vraiment pas longtemps pour les lire, hein. C'est écrit gros, c'est vraiment comme les Agatha Raisin. Voilà, c'est sympa. Donc là, qui a une taille de guêpe, c'est une femme qui débarque dans le village, qui se mêle de la vie de tout le monde et voilà, qui est retrouvée assassinée. Et la question, c'est qui a assassiné cette bonne femme. Voilà, c'est tout pour ce second épisode. Je vous remercie de regarder jusqu'à la fin. Si vous avez, donc comme je vous le disais au début, des suggestions pour que j'améliore, ou s'il y a des choses qui vous plairaient plus, alors je me disais que peut-être certains et certaines ne sont intéressés que par la couture ou que par le tricot. C'est un petit peu difficile encore de pouvoir vous mettre les temps. Je peux essayer, mais comme je fais d'abord les projets terminés et ensuite les projets en cours, là je me suis rendu compte que j'avais enchaîné entre tricot et tricot, et puis je reviens à la couture après. Je peux essayer de découper différemment, mais finalement pour moi c'est plus facile de présenter d'abord ce que j'ai terminé avant de vous parler des projets ou des en cours. Mais voilà, si vraiment vous préférez un format un petit peu différent où je mets vraiment la couture d'un côté et le tricot de l'autre, et puis éventuellement la broderie ou les livres, je pourrais le faire peut-être pas pour cet épisode mais pour le prochain. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire. Je vous souhaite une belle journée, de belles vacances pour ceux et celles qui partent. Je vous dis à la prochaine fois et puis à bientôt. Au revoir.